Il y a deux types de maladies auto-immunes. Il y a des maladies auto-immunes d'organes qui vont attaquer un organe spécifique, comme la thyroïde, comme le cerveau avec la sclérose en plaques. La thyroïdite, on parle de thyroïdite d'Hashimoto. Ça peut aussi aller au niveau du foie, donc ça peut être d'organes, ou ça peut être beaucoup plus large. C'est ce qu'on appelle des maladies auto-immunes systémiques. AVS avec Philippe Robichon. À votre santé, à votre bonne santé à tous. Bonjour, bienvenue. Ravi de vous retrouver. Mon invité ce matin est le docteur Laurent Chevalier. Bienvenue, docteur. Bonjour. Voilà, vous êtes médecin nutritionniste attaché au CHU de Montpellier et vous dirigez le pôle nutrition de plusieurs cliniques. Vous êtes également le responsable pédagogique du diplôme universitaire de phytothérapie de la faculté de médecine de Montpellier. Enfant de la balle, alors vous parlez de votre arrière-grand-père qui était médecin, votre grand-père qui était hématologue. On ne sait pas ce qui est devenu de votre père. Est-ce que ça a sauté une génération ? Alors, mon père était universitaire et historien. Et c'était un spécialiste du Moyen-Orient pendant la période industrielle en Europe. Bon, il n'était pas médecin. 19e siècle. Ça a sauté une génération finalement. Alors, son frère était médecin, donc il y avait toujours pas mal de médecins, les cousins. Et probablement que mon père a bien fait de ne pas être médecin. Son père était médecin. Et j'ai déconseillé à mes enfants d'être médecins, mais je n'aurais pas interdit non plus. Non plus. Entendu. Bon. Vous publiez « Je vis avec une maladie auto-immune » aux éditions Marabout. Les MAI, c'est comme ça qu'on les surnomme en... Voilà, les maladies auto-immunes, effectivement. Bon, les plus connues, ce sont... Il y en a beaucoup. Donc, il y a deux types de maladies auto-immunes. Il y a des maladies auto-immunes d'organes qui vont attaquer un organe spécifique, comme la thyroïde, par exemple, comme le cerveau avec la sclérose en plaques. La thyroïdite, on parle de thyroïdite d'Hashimoto. Donc, ça peut aussi aller au niveau du foie. Donc, ça peut être d'organes ou ça peut être beaucoup plus large. Et c'est ce qu'on appelle des maladies auto-immunes systémiques. Voilà, il y a deux catégories. Spécifiques si c'est un organe et systémique si ça touche plusieurs organes comme par exemple le lupus. Donc, on a deux catégories, effectivement, de maladies auto-immunes. À peu près 80 maladies auto-immunes identifiées. Et... Eh bien, on s'aperçoit le diabète aussi de type 1, donc est une maladie auto-immune. Et figurez-vous qu'on estime... Et le diabète de type 2 alors ? Que le diabète de type 2, c'est-à-dire que le diabète de type 1, c'est celui qui est dit insulinodépendant, on est obligé de donner de l'insuline. Le diabète de type 2, on donne des médicaments, donc on a un épuisement de l'insuline. Parfois, dans certains diabètes de type 2 qui avancent, on passe aussi à l'insuline, mais normalement, on peut rester au stade de médicaments. Or, figurez-vous que on se demande si certains diabètes de type 2 ne seraient pas tout simplement des diabètes de type 1 à expression tardive. C'est-à-dire qu'en fait, des maladies auto-immunes à expression tardive. Et ça, c'est tout à fait possible. On a quand même quelques éléments qui vont dans ce sens-là. Est-ce qu'il y a d'autres maladies qui, en l'état actuel des recherches, pourraient se révéler comme des maladies auto-immunes ? Oui, certainement. Alors, il faut bien aussi, je dirais, spécifier ce que c'est qu'une maladie auto-immune, c'est-à-dire on a le temps, on a une heure. C'est une maladie où on va faire des anticorps contre son propre corps. C'est-à-dire qu'en fait, tout d'un coup, il y a une perte de reconnaissance du soi, et disons que certains éléments du soi apparaissent comme étrangers et vont être attaqués. Et donc, il y a une espèce de conflit permanent par rapport à ça. Donc, on a défini un certain nombre de maladies auto-immunes qu'on a pu identifier, puisqu'on a pu faire des dosages aussi, des anticorps. Mais il y a des maladies auto-immunes, comme vous le dites, certainement, qui s'ignorent. Et parmi les maladies auto-immunes qui s'ignorent, on peut en citer 3. On pense que la maladie de Parkinson pourrait être une maladie auto-immune, c'est-à-dire qu'il y aurait des anticorps vis-à-vis de certains neurotransmetteurs. Vous savez qu'on a un déficit en dopamine, donc la maladie de Parkinson. Il arrive aussi que certaines maladies auto-immunes, on n'ait pas encore identifié les anticorps. C'est vrai, par exemple, pour le vitiligo qui est une maladie de la peau, non ? De la peau, absolument. On a des plages de dépigmentation. Et puis, on a quand même quelques interrogations concernant l'obésité. Vous savez que le fait de prendre du poids ou une véritable obésité, c'est des causes multifactorielles. Il y a aussi des facteurs addictifs, il y a une mauvaise nourriture, etc. Mais on a des éléments maintenant qui nous montrent qu'on est capable de faire des anticorps contre certains récepteurs, notamment les récepteurs à la satiété. Autrement dit, certaines obésités qui sont rebelles, c'est-à-dire qu'on a parfois des patients
qui comprennent bien le message, qui essayent de mettre en application, fractionner les repas, avoir une alimentation normocalorique, faire attention à un certain nombre d'éléments, et qui pourtant ne maigrissent pas et qui ont tout le temps envie de manger. Et en fait, pourquoi parfois on a un besoin, donc c'est pas une nécessité physiologique, mais c'est un besoin. Donc au-delà des processus addictifs, il y a aussi possiblement des facteurs auto-immuns qui peuvent intervenir et qui peuvent bloquer ces récepteurs de la satiété. C'est pour ça qu'on a tout le temps faim. Il y a aussi auto-immun, voilà. Et on a aussi certaines formes de dépression qui pourraient être d'origine aussi auto-immun ou là, en l'occurrence, maladie auto-immune. Et en fait, comment ça se passe ? Vous savez, vous avez plusieurs types de dépression. Vous avez des dépressions qui sont réactionnelles, mais parfois, vous avez des gens qui sont dans un contexte tout à fait bien, sans particulièrement de stress, etc., et qui sont pourtant dépressifs. Et ces personnes, eh bien, pareil, on pourrait avoir des auto-anticorps contre certains récepteurs qui favorisent la dépression. Et là, on leur donne des antidépresseurs alors qu'on pourrait peut-être leur donner des immunosuppresseurs. Donc, je veux dire qu'on a des études scientifiques qui vont dans ce sens, ce qui est extrêmement intéressant. Et dans l'actualité, parce que parlons aussi de l'actualité, il semblerait que certaines formes graves du Covid-19 soient liées aussi à des processus auto-immuns. Comment ? Eh bien, il y a une équipe de chercheurs du CNRS qui a pu montrer que, en fait, l'interféron 1 qui intervient pour empêcher, pour limiter la réplication du virus, eh bien, il aurait des auto-anticorps contre cet interféron 1 et qui expliquerait les formes graves du Covid-19, surtout chez les personnes jeunes. Donc, un processus auto-immun à ce niveau-là. Donc, vous voyez, c'est quelque chose qui est extrêmement large. Alors, on parle dans ces cas-là souvent d'un orage cytokinique. Oui, bien sûr. Mais aussi, c'est pourquoi, justement, on a cette baisse de défense, pourquoi on a ces troubles de l'immunité. Alors, il peut y avoir d'autres causes aussi. Il peut y avoir des causes génétiques qui expliquent des baisses des défenses immunitaires. Ceci étant, comme l'a rappelé le président de la République, eh bien, c'est une maladie qui touche quand même beaucoup les personnes âgées. C'est les personnes qui sont vulnérables qui doivent faire attention, plus les personnes qui sont en surpoids et diabétiques. Alors aujourd'hui, on parle d'une augmentation spectaculaire des maladies auto-immunes. Est-ce qu'il y en a vraiment plus ou est-ce qu'on sait mieux les détecter ? Alors voilà, c'est une très bonne question. Il y a plusieurs aspects à en prendre en compte. Le premier aspect, c'est que je vois par exemple ce qu'on faisait à l'hôpital. Il y a 15 ans, on ne fait pas du tout aujourd'hui les mêmes dosages que ce qu'on fait maintenant. Donc je dirais, sur le plan strictement scientifique, parfois on a un petit peu du mal, effectivement. On voit que intuitivement on a une augmentation, ça c'est certain, mais on a un peu du mal puisque les données scientifiques ne peuvent pas être comparées. Donc c'est là où on a quelques difficultés. Néanmoins, on a quand même des éléments, et des éléments pour le diabète de type 1. Par exemple, pour le diabète de type 1, eh bien, on s'aperçoit que dans des pays comme la Finlande, comme la Norvège, on a une explosion des diabètes de type 1, notamment chez les personnes jeunes. Et donc là, par contre, on peut le mesurer. Donc ça a été multiplié par 5 depuis quelques décennies, donc c'est quand même tout à fait spectaculaire. Et on s'est posé beaucoup de questions par rapport à ça, puisque ce sont des pays à haut niveau socio-économique. Et comment se fait-il que ce type de maladie se développe ? Et une des théories qui a été émise, puisque les maladies auto-immunes, on y reviendra je pense, ont plusieurs causes, une des théories qui a été émise, l'une des théories n'excluant pas l'autre, c'est-à-dire qu'on peut avoir plusieurs facteurs qui vont intervenir, c'est la théorie dite hygiéniste. Alors, qu'est-ce que c'est que la théorie hygiéniste ? C'est que on est armé pour se défendre contre tout un tas de microbes, c'est-à-dire des virus, des bactéries, des parasites, des micro-champignons, etc. Donc on a un système extrêmement performant vis-à-vis de ça. Ce système... Notre système s'est adapté justement pour lutter contre toutes ces infections d'ailleurs. Voilà. Et quand est-ce qu'il a besoin de se développer ? Il a besoin de se développer à partir du Mésolithique, 6000 ans à peu près avant Jésus-Christ. Pourquoi ? Parce que c'est à peu près la période où va apparaître la culture et l'élevage. Ça veut dire quoi ? Ça veut dire qu'on va commencer à avoir une promiscuité entre les hommes et entre les animaux. Vont se développer ce qu'on appelle des zoonoses, c'est-à-dire que certains éléments des animaux, parasites ou microbes des animaux, vont contaminer l'homme. Donc tout d'un coup, très probablement... On a dit de la Covid par exemple.
par exemple. Mais tout d'un coup, va se développer un système immunitaire extrêmement performant, puisqu'on a des habitats qui deviennent regroupés, alors qu'avant, c'était le chasseur-cueilleur, c'était un habitat dispersé. Donc, on se regroupe et on est en contact avec des animaux. Et donc, du coup, là, on a ce système qui se développe. Et tout d'un coup, donc ce système se développe bien, et ce système, finalement, très schématiquement, bien, quand on n'est pas en contact avec tout un tas de micro-organismes, eh bien, il va finir par tourner à vide et tout d'un coup attaquer ses propres organes. Et donc, on serait victime de la propreté. On serait victime de la propreté d'une certaine manière. Et on constate que, par exemple, en Afrique, on a beaucoup, beaucoup moins de maladies auto-immunes. Alors, c'est pas parce qu'ils sont plus sales, c'est pas du tout ça. Mais là, en l'occurrence, c'est parce qu'ils sont en contact permanent avec le paludisme, la drépanocytose. Donc, ils ont un système immunitaire qui fonctionne en permanence. Et là, effectivement, on a moins de maladies auto-immunes. Autrement dit, on a un gradient nord-sud par rapport à ça. Et donc, c'est quelque chose un des éléments explicatifs de l'explosion des maladies auto-immunes dans certains pays à haut niveau de vie. Finalement, notre système immunitaire qui n'a pas assez de boulot, il se retourne contre nous pour s'occuper, c'est ça ? À peu près, voilà, schématiquement. Alors, c'est une des causes, c'est pas la seule cause, mais c'est une des causes qui a été avancée par rapport à l'augmentation des maladies comme la maladie cœliaque, comme la maladie de Crohn, c'est-à-dire des troubles digestifs qui sont importants. Et donc, on a quand même beaucoup d'éléments qui vont dans ce sens-là. Donc, cette théorie hygiéniste a été développée aussi, déjà il y a quelques années, à l'Académie de médecine, et expliquerait une partie, pas toutes, mais expliquerait une partie des maladies auto-immunes. 70% des éléments du système immunitaire se trouvent autour du tube digestif et de la paroi intestinale. Alors, expliquez-nous comment le microbiote intestinal intervient dans la régulation de notre système immunitaire. Alors, effectivement, ce qu'il faut... on a 70%, effectivement, des éléments immunitaires qui sont autour du tube digestif. Et il faut bien comprendre une chose, c'est que quand vous avalez des aliments, eh bien, vous avalez aussi des microbes. Et l'organisme, il doit faire le tri entre ce qui est nécessaire, ce qui n'est pas nécessaire, etc., avec une catastrophe contemporaine qui est la pollution, l'absorption de tout un tas de substances chimiques. Et disons que dans une situation normale, donc en dehors de la pollution, toutes ces souillures vont être petit à petit neutralisées. Elles vont être neutralisées tout à fait au début, au niveau de l'estomac, par l'acide chlorhydrique. Je vous rappelle qu'on sécrète de l'acide chlorhydrique qui permet de neutraliser un certain nombre de bactéries, un certain nombre de micro-organismes. Et puis ensuite, tout ça, ça va cheminer et on va se retrouver au niveau du côlon. Et là, eh bien, les bactéries du côlon ont un rôle essentiel parce qu'elles vont neutraliser aussi les mauvaises bactéries. Et donc, on a un équilibre avec effectivement le microbiote intestinal qui correspond à ce qu'on appelait autrefois la flore intestinale et qui correspond aux bactéries. Donc il faut des bonnes bactéries pour neutraliser les mauvaises bactéries. Donc c'est un équilibre très subtil. Or aujourd'hui, cet équilibre, il est souvent rompu. Alors j'aimerais qu'on parle de l'hyperméabilité intestinale ou syndrome de l'intestin qui fuit. Je peux savoir à quoi elle est due et quelles sont les conséquences sur notre immunité ? Alors, c'est un vrai sujet, une vraie problématique qui, malheureusement, n'est pas encore forcément bien identifié par tous les médecins et aussi par certains médecins. C'est pour ça que ça m'a intéressé dans votre livre. Je l'avais encore jamais lu, ça. Hospitalier. Ouais. Alors, qu'est-ce qui se passe ? Je vais être très clair par rapport à ça. On a, au niveau de l'intestin, des cellules. Et ces cellules ont des jonctions entre elles. Les éléments nécessaires à la vie, les protéines, les lipides, les glucides, les vitamines, les éléments minéraux, vont traverser ces cellules. Alors, on a deux types. Soit on traverse à travers la cellule, soit on traverse entre les cellules. Donc, c'est les deux modes d'incorporation au niveau de l'organisme. Et au niveau des jonctions des cellules, eh bien, il y a certains éléments qui vont intervenir et, disons, abîmer ces jonctions. Et du coup, on a plus d'éléments qui vont passer entre les cellules. Quelles sont les conséquences ? Les conséquences, c'est que vous avez de nombreux intrus qui vont rentrer par ce biais-là
Et ces intrus vont créer des réactions. Quel type de réaction ? Eh bien, tout simplement des réactions allergiques. Et c'est probablement à cause de ça qu'on a beaucoup plus d'allergies et potentiellement des maladies auto-immunes. Qu'est-ce qui se passe ? Donc là, on a un autre type de mécanisme qui peut expliquer les maladies auto-immunes par ce qu'on appelle le mimétisme. À partir du moment où vous avez plus d'éléments qui rentrent au niveau de l'organisme, donc ils vont traverser cette barrière intestinale, eh bien, il va y avoir une défense, c'est-à-dire qu'on va créer des anticorps pour essayer de les neutraliser. Or, une partie de ces intrus, donc une portion des parties de ces intrus, peut ressembler à des éléments du corps. Donc les anticorps qui sont fabriqués contre les intrus vont ensuite attaquer des parties du corps. Et comme ça que ça fonctionne. Et c'est comme ça qu'on pourrait expliquer un certain nombre de maladies auto-immunes. Donc cette hyperperméabilité intestinale, en fait, est tout à fait délétère et on a des arguments scientifiques pour montrer que, effectivement, ça peut être une des causes possibles de l'augmentation des maladies auto-immunes. Cette hyperperméabilité intestinale, on peut la mesurer, alors c'est pas de façon très courante, mais on peut la mesurer. Il y a un test. Il y a des tests. Ouais. Donc, il y a du test avec du lactitol et du mannitol, des tests avec, il y a plusieurs types de tests avec du lactulose, du mannitol, de xylose. Donc, on a plusieurs types de tests qui permettent ensuite de faire des dosages urinaires de ces molécules, voir comment elles passent. On peut doser aussi certaines protéines. On peut doser aussi une substance qui s'appelle la zonuline. Et cette substance-là, eh bien, on peut la mesurer dans les selles, par exemple, et elle semblerait favoriser, quand elle est trop sécrétée, eh bien, aussi l'hyperperméabilité intestinale. Elle pourrait être trop sécrétée quand on a une alimentation un peu trop grasse aussi. Donc, il y a plusieurs facteurs qui vont intervenir, mais cette hyperperméabilité intestinale est tout à fait problématique aujourd'hui. Et donc, il faut tout faire. Elle est de plus en plus courante ? Alors, elle est certainement de plus en plus courante, intuitivement. Intuitivement, elle est certainement de plus en plus courante. Et on a des facteurs qui vont la favoriser. Et comme alors, il y a plusieurs facteurs qui vont la favoriser. Il y a des polluants, justement, qui peuvent intervenir. Il y a aussi les perturbateurs endocriniens qui pourraient intervenir aussi par ce biais-là. On a aussi... vous savez que malheureusement, il y avait une étude en 2019 qui avait montré aux États-Unis qu'un Américain moyen absorbait 52 000 microparticules de plastique, donc ils se retrouvaient au niveau intestinal. Probablement que c'est très 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 largement sous-estimé, qu'on en a beaucoup plus. Et ces microparticules, elles abîment les cellules. Elles lèsent les cellules. Et donc, à partir du moment où les cellules sont lésées, les jonctions peuvent être lésées aussi. Ça favorise une hyperperméabilité intestinale. Je vous rappelle aussi que dans l'alimentation que l'on a aujourd'hui, on a malheureusement tout un tas de nanoparticules, c'est-à-dire c'est des particules 10-9 qui sont mises dans les aliments pour améliorer par exemple les confections de certains produits hyper transformés, le nappage, etc. Et ces nanoparticules abîment aussi les intestins. Je vous rappelle toute l'histoire et qui sont très mal détectées. Alors je vous rappelle que normalement, depuis 2015, Nathalie Kosciusko-Morizet, qui était à l'époque ministre de l'Environnement, avait demandé parce qu'il y a un étiquetage quand on utilise des nanoparticules. On n'a pas d'étiquetage aujourd'hui et il ne se passe rien. On sait qu'on a des milliers de produits qui en contiennent. Et on a un exemple très frappant qui est celui du dioxyde de titane. Donc le dioxyde de titane, c'est le E171. Donc il y a une réglementation qui est intervenue, qui est en train d'intervenir par rapport à l'usage de ce dioxyde de titane, mais on pouvait le trouver sous forme de nanoparticules. Et dans les tests toxicologiques qui sont faits, on fait des tests toxicologiques sur le court terme et sur le long terme. Sur le court terme, c'est 90 jours, une analyse chez le rat, qu'est-ce qui se passe ? Or, le dioxyde de titane, notamment sous forme de nanoparticules, essentiellement sous forme essentiellement de nanoparticules, va créer des lésions au 100e jour. Donc, les analyses toxicologiques, aujourd'hui, sont d'une grande partie obsolètes. Et en fait, qu'est-ce que ça va créer comme lésion ? Ça va créer des inflammations au niveau intestinal. Et en créant une inflammation intestinale, vous pouvez altérer aussi les jonctions. Donc, on a tout un tas de processus dans l'alimentation contemporaine qui peuvent aussi expliquer cette explosion que l'on a, qu'on sent de façon intuitive des maladies
par ce syndrome d'hyperperméabilité intestinale. D'où l'importance d'avoir une flore digestive extrêmement bien équilibrée, ce qui n'est pas le cas aujourd'hui. Ce n'est pas le cas aujourd'hui parce que aussi quand on a une alimentation trop sucrée, on déséquilibre sa flore. Quand on prend des antibiotiques, on déséquilibre sa flore. Et puis, il y a tout un tas de médicaments qui peuvent aussi abîmer les intestins. Et ceux qu'on prend de façon très courante, comme les anti-inflammatoires. Parce que certains anti-inflammatoires, non seulement ils peuvent abîmer au niveau de l'estomac, mais ils peuvent aussi abîmer les cellules au niveau intestinal. Et en abîmant les cellules au niveau intestinal, eh bien, là aussi, on peut avoir des irritations, de l'inflammation, etc. Donc, vous voyez, on a un large panel et on doit se concentrer effectivement pour tout faire pour limiter cette hyperperméabilité intestinale. Et à partir du moment où vous avez une alimentation qui est moins transformée, moins ultra transformée, vous avez moins de risques d'avoir cette hyperperméabilité intestinale. Alors, pour qu'on comprenne bien, quelle est la différence entre l'immunité et ce qu'on appelle l'auto-immunité? C'est quoi la différence? Alors, l'immunité, on en parle beaucoup avec la Covid, hein, c'est la star, l'immunité. Voilà. Donc, l'immunité, elle est faite pour nous défendre contre les intrus. Ces intrus, on les appelle les antigènes, ce qui est un terme totalement inapproprié, puisque ça n'a rien à voir avec les gènes et ça n'a rien à voir contre les gènes. Donc, on a ces intrus et on a des lignes de défense. Les premières lignes de défense, c'est par exemple la peau, c'est la muqueuse au niveau respiratoire, c'est justement les cellules au niveau intestinal. Donc ça, c'est la première ligne. Barrière naturelle. Ouais. Bon. Ensuite, il peut pénétrer malgré tout. L'intrus peut pénétrer. Historiquement, eh bien, ça peut arriver à tous les êtres vivants, animaliers vivants. Et donc, du coup, il y a un système de défense qu'on appelle inné. Un représentant, c'est le macrophage. Qu'est-ce qu'il fait? Donc, c'est une cellule qui va absorber l'intrus, qui va l'absorber complètement et qui va la détruire, la digérer. Sur le plan technique, on dit qu'il va la liser. Et donc, l'intrus disparaît. Mais ce système est en fait très grossier et pas très performant. Donc, au niveau de l'organisme, on a une autre immunité qui s'est mise en place, qui est l'immunité dite adaptative. L'immunité adaptative, c'est quoi? C'est, schématiquement, des cellules qu'on appelle les lymphocytes, avec deux types de lymphocytes. Vous avez les lymphocytes B et les lymphocytes T. Les lymphocytes B, ils servent à quoi? Il y a une partie des lymphocytes B qui va sécréter des anticorps. Ce sont des protéines qui vont prendre en tenaille l'intrus et qui vont le faire disparaître, qui vont le neutraliser. Et puis, vous avez une autre partie des lymphocytes B qui sont des lymphocytes dits mémoire. C'est-à-dire que quand il y aura une autre infestation par le même intrus, il y a une réaction immédiate. Et vous avez les lymphocytes T. Et sur les lymphocytes T, vous avez deux autres types. Alors, c'est un tout petit peu technique, mais vous avez ce qu'on appelle les CD8. Et ces lymphocytes T sont cytotoxiques, donc c'est la cellule elle-même qui va tuer. Et puis, vous avez les lymphocytes CD4 qui sont, disons, le chef d'orchestre un peu pour que toute l'immunité fonctionne bien. Parce qu'en fait, il y a une coopération. C'est-à-dire que l'immunité innée continue à fonctionner un peu. Donc pourquoi s'en priver? Parce qu'on peut se poser la question de savoir pourquoi elle n'a pas disparu par rapport à un système qui est plus performant. Mais cette immunité innée aussi va donner le signal à l'immunité adaptative d'agir. Donc tout ça, ça agit en synergie et c'est un véritable équilibre. Et dans les maladies auto-immunes, eh bien, cet équilibre peut être rompu. C'est-à-dire que tout d'un coup, eh bien, on va créer des auto-anticorps contre son propre corps. Et là, c'est donc le pendant aux anticorps, en fait. Les auto-anticorps. Les auto-anticorps, ce sont des anticorps, mais qui vont être dirigés contre son propre corps. Et en fait, cet équilibre peut être, encore une fois, rompu, et tout d'un coup, on va avoir une non-reconnaissance de certains éléments comme étant de soi, qui vont apparaître comme étrangers, et du coup, on va avoir une réaction contre ces éléments qui apparaissent comme étrangers. Alors, vous parlez d'une molécule qui s'appelle HLA. C'est quoi son rôle ?
Alors, son rôle, c'est, disons que ça exprime une susceptibilité génétique. Et dans certaines maladies auto-immunes, eh bien, on va avoir le dosage du système HLA oriente le diagnostic, parce que le diagnostic n'est pas toujours facile par rapport à certaines pathologies. Donc, c'est une susceptibilité. Et cette molécule permet de présenter aussi l'intrus au système immunitaire qui, du coup, va réagir. C'est comme ça que ça fonctionne schématiquement. C'est-à-dire, en fonction de notre taux de HLA, on serait plus ou moins susceptible d'avoir telle ou telle maladie auto-immune, c'est ça ? Absolument. Mais en même temps, c'est pas vrai pour toutes les maladies auto-immunes. On en a quelques-unes, comme la spondylarthrite ankylosante, comme la maladie cœliaque, mais c'est pas vrai forcément pour toutes les maladies auto-immunes. Et puis il y en a qui peuvent déclencher des maladies auto-immunes sans avoir ce système HLA, quoi. Donc, vous voyez, on a une véritable complexité par rapport à ça, mais ça permet d'orienter le diagnostic. Vous savez, le diagnostic, il n'est pas toujours facile. Quand vous avez des douleurs articulaires, quand vous avez des douleurs abdominales, quand vous avez des atteintes des vaisseaux, certaines vascularites... Qu'est-ce que c'est comme maladie exactement ? On ne sait pas toujours, c'est un peu compliqué. Donc c'est un faisceau d'arguments, c'est-à-dire que l'examen, ce qu'on appelle l'examen clinique, on examine le patient, ça oriente déjà le diagnostic. Ensuite, eh bien, on va chercher certains auto-anticorps qui vont orienter aussi le diagnostic. Donc c'est un faisceau de présomption, le système HLA. Donc on dose beaucoup de choses et à partir de là, on essaie de prendre de façon la plus précoce possible certaines maladies auto-immunes. Est-ce qu'on sait s'il y a un côté génétique, finalement, qui pourrait expliquer que subitement, à 30 ou 35 ans, vous vous mettiez à développer une sclérose en plaques, par exemple ? Alors, c'est une bonne question. On s'est beaucoup posé cela. Et alors, c'est pas toujours facile. Alors, on sait que, pour le système HLA, on peut avoir certaines formes un petit peu de transmission de susceptibilité. Mais on a étudié chez les jumeaux homozygotes, c'est-à-dire chez les jumeaux qui ont le même patrimoine génétique. Et quand il y en a un qui fait une maladie auto-immune, l'autre a 70% de risque de ne pas le faire. Je ne dis pas de chance, de risque de ne pas le faire. Donc la part génétique apparaît relativement mineure, mais vous savez, c'est ce qu'on voit aussi au niveau des cancers. À un moment donné, il y a quelques décennies, on disait oui, il y a des familles de gens qui ont des cancers, c'est génétique, etc. Aujourd'hui, on considère que pour les cancers, les facteurs génétiques interviennent que pour 5 à 10% simplement. Tout le reste, c'est des facteurs environnementaux, pris au sens très large, c'est-à-dire sur le mode de vie, sur l'exposition à certains toxiques, et bien entendu, la catastrophe absolue, qui est le tabagisme. On va poser des questions qui fâchent, un petit peu relatives à la vaccination. Comment est-ce qu'on peut appréhender la question de la vaccination, notamment contre la Covid-19, quand on a une maladie auto-immune ? C'est une question... Elle est dans votre livre. Hein. Alors, elle n'est pas relative à la Covid. Disons qu'au vaccin à la Covid. Alors, j'explique qu'il y a un peu deux théories. D'abord, je voudrais bien expliquer une chose, c'est que le fait d'être anti-vaccin est un peu un non-sens. Et j'explique bien dans le livre que, pour être tout à fait clair, même s'il y a des discussions par rapport aux adjuvants, etc., il est bien évident que la priorité, c'est de faire vacciner ses enfants, ce que j'ai fait et ce qu'on continuera à faire. Alors, il y a deux sujets très importants. Savoir, est-ce qu'on doit se faire vacciner quand on est porteur d'une maladie auto-immune ? Et est-ce qu'il y a un risque ? Alors, il y a deux théories. Le premier aspect, c'est de dire il faut absolument vacciner les gens qui ont des maladies auto-immunes, puisque souvent, ils ont ce qu'on appelle des immunosuppresseurs. Alors un immunosuppresseur, c'est une baisse de l'immunité, c'est-à-dire qu'on calme le système immunitaire qui s'est emballé. Et le meilleur exemple, c'est par exemple la cortisone, mais il y en a d'autres, la méthotrexate, etc. Et puis la fameuse hydroxychloroquine. Donc en fait, on cherche à calmer un petit peu le système immunitaire. Et à partir du moment où on a potentiellement une baisse des défenses, il faut absolument vacciner contre le Covid. La deuxième aspect, c'est de dire, finalement, on ne sait pas exactement qu'est-ce qu'il faut faire. Et quand on a une poussée auto-immune en évolution, eh bien, on peut différer peut-être, je me parle au conditionnel, on peut différer peut-être, parce qu'on ne sait pas exactement ce qu'il faut faire, la vaccination. Ensuite, il y a plusieurs types de vaccins.
Il y a des vaccins où c'est juste une protéine, où on va avoir une réaction contre une protéine du vaccin qui va... Bon, là, il n'y a pas de souci. Et puis, il y a des vaccins atténués, comme la fièvre jaune, où là, très probablement, il faut faire quand même assez attention, surtout si on est en poussée. Donc, aujourd'hui, la théorie consensuelle que l'on a tendance à avoir, c'est de dire, à partir du moment où il y a des risques par rapport à cette immunosuppression, il faut mieux vacciner, c'est plus prudent, et vacciner aussi sur le Covid, sauf exception dans des circonstances très très particulières. Donc globalement, eh bien, on en parle à son médecin et on voit ce qu'on fait. Mais la règle, aujourd'hui, le consensus qu'il y a, c'est de vacciner. Alors, docteur Chevalier, est-ce qu'une maladie auto-immune peut apparaître lors d'une vaccination ? On a notamment parlé beaucoup de la sclérose en plaques. Alors, effectivement, c'est un sujet qui est tout à fait récurrent. Alors, pour dire les choses comme elles sont, on n'a pas vu d'augmentation, donc l'INSERM a étudié ça de façon très précise, d'augmentation des cas de sclérose en plaques lorsqu'on a vacciné contre l'hépatite B. Donc, soyons parfaitement clairs par rapport à ça. Après, qu'il y ait des circonstances qui puissent favoriser, pourquoi pas, mais on n'a franchement aucun élément qui nous dit que c'est quelque chose d'important. C'est quelque chose qui est très limité. Encore une fois, on n'a pas d'augmentation selon les chiffres de l'INSERM. Après, on a eu, par exemple, avec le vaccin H1N1, une maladie auto-immune qui a pu se déclencher, qui est le syndrome de Guillain-Barré, qui entraîne une paralysie un petit peu des muscles, mais ça reste extrêmement marginal. Ça reste très, très marginal. Et puis, on a des bactéries et certains virus qui peuvent aussi déclencher des maladies auto-immunes. Et on a, par exemple, le Campylobacter jejuni qui pourrait favoriser aussi l'apparition du Guillain-Barré. Ce qu'il faut voir, c'est que toute cette immunité, c'est extrêmement complexe. Donc aujourd'hui, on ne peut pas dire que les vaccins vont favoriser l'apparition des maladies auto-immunes, même si, parfois, une maladie auto-immune peut apparaître au décours d'un vaccin. Donc, j'insiste bien là-dessus, la vaccination, c'est une très bonne chose. Après, ce qu'on attend sur le plan scientifique, c'est quelles sont les personnes qui sont vulnérables, comment on va pouvoir personnaliser, comme on le fait aujourd'hui de plus en plus, par exemple pour le traitement pour le cancer, quelles seront les véritables contre-indications à la vaccination. Aujourd'hui, on ne les connaît pas, donc on fait très très attention à ça. Et bien entendu, la vaccination est quelque chose d'essentiel. Je vous rappelle qu'elle a permis d'éradiquer tout un tas de maladies. Pensez à la variole, par exemple, pensez à très nombreuses maladies. Donc, c'est quelque chose qui est essentiel. L'histoire des adjuvants, vous savez, on a beaucoup, et j'en parle dans le livre, on a beaucoup parlé des adjuvants qui pouvaient provoquer des troubles, des myofascites à macrophages, etc. À base d'aluminium, surtout. Voilà, à base d'aluminium, surtout. Un vaccin sans adjuvant, ça ne marche pas. Donc, il faut un adjuvant. Alors, après ça, on peut discuter quel type d'adjuvant. Avant, on mettait du calcium à la place de l'aluminium et on avait quand même, souvent, apparaissaient des abcès, des choses comme ça. Donc, je pense qu'on va progresser dans ces connaissances, bien entendu. Et la science, elle évolue, les médicaments, ils évoluent. Donc, tout ça, ça va améliorer. Et je pense que là, aujourd'hui, on est en attente, sur le plan scientifique, de savoir quels sont les marqueurs qui vont permettre de dire tel type de personne risque d'avoir une complication au vaccin, ce qu'on n'a pas actuellement. Alors, j'aimerais qu'on parle de la star de la dernière année, celle qui vient de s'écouler, la vitamine D, avec ses effets immunomodulateurs. Est-ce qu'on arrive à dire précisément quels sont nos besoins de vitamine D ? Alors, effectivement, on ne connaît pas forcément exactement les besoins. Vous savez que la vitamine D, elle est souvent couplée, maintenant on fait des dosages avec ce qu'on appelle la PTH, la parathormone. Cette vitamine D, on considère aujourd'hui qu'il y a 75% des Français qui en sont déficients. Bon. Est-ce que c'est vrai réellement ? Est-ce que les dosages, en tout cas les normes que l'on donne, sont bonnes ? On a quand même un certain nombre d'interrogations par rapport à ça. Ce qui est sûr, c'est plusieurs aspects. Cette vitamine D, il ne faut quand même pas en manquer. Aujourd'hui, on en manque. On en manque pourquoi ? Parce que tout simplement, on est beaucoup trop en intérieur. Aujourd'hui, en plus, avec tout ce qui se passe, on est à 90% en intérieur et même pas 10% à l'extérieur. Entre 75% du temps, il est à 90% en intérieur. Et en fait, ça pose tout un tas de problèmes. Cette vitamine D, elle provient en partie des rayons du soleil, c'est-à-dire qu'en fait, au niveau de la peau, on va être capable de synthétiser la vitamine D
un peu par l'alimentation, mais l'alimentation finalement apporte relativement peu de vitamine D. On en a un peu dans le beurre, dans les poissons gras, mais on ne va pas se gaver de ces aliments pour avoir un bon statut en vitamine D. Je vous rappelle une chose, c'est que historiquement, les gens ils étaient tout le temps dehors. C'est-à-dire que la majorité des personnes étaient soit des agriculteurs, soit des artisans, ils étaient dehors. Quant aux nobles, ils n'étaient pas tout le temps dans leur château, ils allaient à la chasse et finalement, on était vraiment beaucoup dehors. Or, en fait, cette vitamine D, c'est une vitamine D qui est liposoluble. C'est-à-dire que quand vous la synthétisez au printemps, l'été et à l'automne, eh bien, elle reste dans votre organisme. Ce qui fait que l'hiver, quand les gens étaient au coin du feu, eh bien, ils avaient leur stock de vitamine D dans le gras qui est inhérent à l'espèce humaine, puisqu'on est des homéothermes, et c'est parce qu'on est c'est parce qu'on a du gras qu'on est des homéothermes. Donc on n'avait pas ce problème aussi aigu. Aujourd'hui, on voit, malgré tout, un gradient nord-sud. C'est-à-dire qu'il y a plus de gens qui sont déficitaires en vitamine D dans la région de Lille que dans la région de Marseille. Et pourquoi ? C'est parce que quand même, il y a un ensoleillement plus important dans la région de Marseille, et puis on va plus à la plage, et puis on se promène un petit peu plus que dans le nord de la France. Donc cette vitamine D, c'est un problème. Et c'est vrai que cette vitamine D est très importante pour moduler l'immunité. Alors, aujourd'hui, on arrive à un phénomène tout à fait étonnant. C'est-à-dire que même vis-à-vis du Covid-19, c'est intéressant d'avoir un bon statut en vitamine D. Mais les gens sont tellement inquiets qu'on commence à voir des surdosages en vitamine D. C'est-à-dire qu'ils en prennent beaucoup trop. Et en fait, le surdosage en vitamine D, il est toxique. Qu'est-ce qui se passe ? Eh bien, on va avoir des dépôts de calcium, par exemple, qui vont se mettre au niveau du rein, des néphrocalcinoses, entraîner des lésions du rein, etc. Donc, le message qu'on peut faire passer, c'est ne pas manquer de vitamine D. Un des meilleurs moyens, quand même, à faire, c'est de faire un dosage de vitamine D. Donc, on peut faire des dosages de vitamine D dans le sang. Malheureusement, ils ne sont pas toujours remboursés. Ils sont remboursés si on a une pathologie, si on a l'ostéoporose, mais le dosage ne vaut pas très très cher. Et donc, il faut avoir un bon statut en vitamine D, mais pas en prendre trop non plus. Schématiquement, c'est du cholécalciférol que l'on donne à peu près 3 fois par an. À peu près. Donc, c'est une ampoule qu'on prend en une fois. 3 fois par an. À peu près 3 fois par an, 2 à 3 fois par an. Et en général, on peut avoir comme ça un bon statut en vitamine D. Mais cette vitamine D, elle est très importante, puisque cette vitamine D, elle va intervenir dans d'autres facteurs aussi. La vitamine D, avoir un bon statut, c'est antiprolifératif par rapport au cancer. Ça permet de limiter aussi le risque de ce qu'on appelle l'insuffisance cardiaque, c'est-à-dire la pompe cardiaque qui fonctionne moins bien. Donc cette vitamine D, elle est essentielle. Et ce qu'on peut conseiller aux gens, c'est bien sûr de sortir, d'aller au travail à pied, en vélo. Alors on va parler de prévention, vous parlez du sel. En quoi le sel favorise-t-il le développement de certaines maladies auto-immunes ? Alors, le sel en excès va favoriser certaines poussées de maladies auto-immunes. Donc ça a été assez bien identifié dans quelques-unes des pathologies auto-immunes, la sclérose en plaques, le psoriasis et la polyarthrite rhumatoïde. Donc les femmes qui consomment trop de sel, parce qu'en fait, les maladies auto-immunes, on en a schématiquement... Sur la polyarthrite, vous voulez dire ? Polyarthrite. Ouais. Donc, on a plus... Globalement, on a quand même... c'est une maladie qui touche plus les femmes que les hommes. Vous savez pourquoi ? Non. En fait, le système, il se complexifie. Mais l'organisme, il est plutôt bien fait. Et du coup, il y a un gène contre cette vulnérabilité. Le gène R, A-I-R-E. Et on s'est aperçu d'une chose qu'on n'explique pas, c'est que ce gène est en partie inhibé par les estrogènes féminins. D'où le développement, c'est une interprétation bien entendu, une des interprétations possibles de l'explication qui est plus de maladies auto-immunes chez la femme. Alors ce sel va... Là, globalement, et là, ça concerne toutes les maladies auto-immunes. Toutes les maladies auto-immunes, globalement. Alors, après ça, il y a des différences d'une maladie auto-immune. Il y en a, mais globalement, il y en a plus, très, très schématiquement, il y en a quand même plus chez les femmes que chez les hommes. Alors, ce sel, il va intervenir justement au niveau de certains interférons, de certains cytokines, etc. Et donc, va favoriser effectivement certaines poussées. Alors, parallèlement, on ne dit pas qu'il ne faut pas prendre du tout de sel, parce que pour certaines maladies auto-immunes,
eh bien, il y a des risques de dénutrition si on ne mange pas assez, parce que si vous ne mettez pas suffisamment de sel, vous avez moins faim. Si vous avez moins faim, vous risquez de vous dénutrir, surtout chez les personnes âgées. Donc, en fait, c'est un équilibre à avoir. Par contre, l'excès de sel, oui. Bien. Comment est-ce qu'on prévient, alors, une apparition de maladies auto-immunes ? Alors, il y a... si on peut. Plusieurs facteurs qui vont intervenir. On a parlé de cette perméabilité intestinale. Et un des moyens, quand même, par rapport à cette perméabilité intestinale, c'est comment on équilibre son alimentation. Et on va l'équilibrer avec une alimentation dite fermentée. Alors, c'est quoi ? On a la fermentation lactique et la fermentation alcoolique. Fermentation lactique, donc ça veut dire qu'on va prendre des aliments qui vont équilibrer cette flore digestive. Alors, c'est quoi ? C'est des choses très simples. Le pain au vrai levain. Le pain au vrai levain, c'est pas le pain... c'est pas le pain blanc, c'est pas la baguette. C'est pas qu'on peut tenir jusqu'à 10 additifs. C'est du pain, de toute façon, vous le reconnaissez tout de suite. La couleur de la mie est ocre. Donc, c'est du pain au levain. C'est pas blanc, quoi. Voilà. Pas blanc, voilà. Ensuite, la croûte du fromage. Donc, ce sont des probiotiques naturels. C'est le yaourt. Donc, on peut prendre des yaourts. C'est, pour ceux qui l'aiment, nos amis alsaciens, la choucroute. Donc, ça peut être aussi le jambon cru. Donc, le jambon cru, mais il faut choisir celui qui n'est pas trop salé, bien entendu. Et puis, il y a quelque chose que je préconise pratiquement à presque tous les patients qui ont des maladies auto-immunes pour limiter le risque, même si le niveau de preuve, je veux dire, scientifique n'est pas très élevé, c'est le kéfir de fruits. Alors, c'est quoi le kéfir de fruits ? C'est quelque chose qui est tout à fait extraordinaire. C'est-à-dire qu'il permet de rééquilibrer bien la flore digestive. Donc, vous avez des bouteilles qui existent, il faut les diluer un petit peu. Ou vous avez sous forme de granulés, des sachets, des granulés, vous allez mettre ça dans de l'eau. Vous pouvez le faire aussi vous-même avec des fruits, mais là c'est un peu plus compliqué parce qu'il ne faut pas non plus mettre des bonnes bactéries, il ne faut pas que ça pourrisse. Donc c'est un équilibre un petit peu subtil, mais le kéfir de fruits est très intéressant, on en trouve partout maintenant. C'est-à-dire que quand on le préconisait il y a 10 ans, 15 ans, c'était un peu compliqué. Maintenant on en trouve vraiment très très facilement. Je crois que, alors on ne va pas boire toute la journée du kéfir de fruits, c'est pas ça que je veux dire, c'est qu'on va en prendre un petit peu. Et par exemple, une très bonne chose, c'est le matin. Quand vous réveillez, finalement, les gens, le matin, quelle que soit la saison, ils ont tendance à être déshydratés. Pourquoi ? L'été, vous suez un petit peu la nuit. Et l'hiver, souvent, les appartements sont un peu trop chauffés. Donc, les gens se trouvent un peu déshydratés. Donc, je conseille toujours de prendre un grand verre d'eau. Donc, là-dedans, vous pouvez mettre soit un jus de citron ou mettre un peu de kéfir, tout simplement. Et là, vous hydratez. Dans le verre d'eau. Ouais. Dans le verre d'eau. Et donc, là, vous hydratez. Parce que les gens se lèvent le matin, ils vont prendre rapidement un café, un thé. Mais ce café et ce thé sont eux-mêmes diurétiques. Donc, vous aggravez la déshydratation. Et il se passe quoi ? De la fatigue, tout simplement. Et on n'est pas forcément toujours très, très bien. Donc, on commence par toujours être bien hydraté. Et bien hydraté, c'est le grand verre d'eau le matin. Et le prendre, par exemple, sous forme de kéfir, c'est une très, très bonne idée, puisque, du coup, vous équilibrez votre flore digestive. Parallèlement, dans la journée, vous pouvez en prendre un autre verre. Ça, c'est tout à fait possible. Alors, je ne dis pas de boire ça toute la journée, mais vous en prenez de façon très régulière. C'est un réflexe à avoir, c'est très bien. C'est un goût un petit peu, très bon goût, donc c'est très très bien. Voilà, si vous avez d'autres questions, je vous conseille de lire le livre du docteur Laurent Chevalier. Ça s'appelle « Je vis avec une maladie auto-immune sans réponse pour mieux vivre sa maladie, se soigner au quotidien » aux éditions Marabout. Vous pouvez réécouter l'émission en podcast sur beurrefm.net et puis regarder la vidéo de l'émission sur notre chaîne YouTube. Merci docteur d'avoir été avec nous et je vous souhaite de passer une très belle journée santé sur Beurre FM.